j'ai enfin réussi à créer le tout premier ordinateur, ça m'a pris des mois de travail. Moi finir chasser mammouth, moi faim, manger. Mais bordel Philibert, je vais te buter. Bagarre. À cause de l'autre, là je vais devoir tout recommencer. Déjà faut savoir ce que c'est un ordinateur. Bah tu m'as pris pour un débile ou quoi? Tout le monde sait ça. Ah ouais? Bah vas-y, je t'écoute, c'est quoi un ordinateur d'après toi, ô grand Philibert? Eh bah c'est une machine qui sert à jouer à Fortnite et on peut regarder des animés dessus. Bah voilà, tu sais pas ce que tu dis. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, ça va faire des mois que vous nous demandez des cours et en ça, des cours particuliers un par un sur un sujet à la fois, c'est une galère. Mais on s'est quand même réunis avec la team et on s'est dit, pourquoi pas travailler sur des vrais cours avec des vidéos, des accompagnements. Mais maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-nous en commentaire quel sujet vous aimeriez voir en premier, que ce soit de la physique, des maths, de la bio, autre chose. On va faire en priorité le sujet qui revient le plus souvent en commentaire et qui est le plus liké, donc foncez. Un ordinateur, c'est une machine programmable qui manipule de l'information sous forme de 0 et de 1, le fameux langage binaire, en suivant des règles logiques. Donc techniquement, une calculatrice, ça pourrait être considéré comme un ordinateur. Non, jure. Et ouais, il y a même des bugs en classe qui s'amusent à installer Pokémon sur la graphique 35+, et je le sais parce que je l'ai déjà fait. Alors le principe de fonctionnement dans un PC, c'est ultra simple. Déjà, faut commencer par comprendre comment on gère une information. Vous avez peut-être déjà entendu parler de bits. Ah ouais, et d'ailleurs j'en ai une grosse. Oh bordel, j'ai juré, arrête de parler avec des 3 cm, c'est pas de ça que je parle. Un bit, c'est une unité qui peut être égale à 0 ou à 1, et si on en met 8 à la suite, ça nous fait Un gangbang. un octet. C'est la base de tout système informatique parce que c'est ce qui nous permet de compter. Et oui, c'est ça le binaire. Il faut savoir que de manière générale, quand on compte, c'est en décimale. C'est-à-dire qu'on a 10 chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, et qu'on les met les uns à la suite des autres pour définir des quantités. On va de 0 à 9, et quand il n'y a plus de chiffres disponibles, on va au-dessus. On met l'unité à 0 et la dizaine à 1, et ça nous fait 10 et ainsi de suite. Ça c'est du niveau CP, et normalement vous devez tous plus ou moins savoir comment ça marche. En binaire, comme il n'y a que 2 chiffres de disponibles, le 0 et le 1, on va quand même garder le même principe, sauf qu'on va compter de 0 jusqu'à 1, et quand il n'y a plus de chiffres disponibles, on va mettre l'unité à 0 et un 1 à la dizaine. C'est bon, vous avez compris? Ok, question rapide, qu'est-ce que c'est comme chiffre? Bah c'est 10. Mais non putain, c'est 2! Tu passes pas de 1 à 10 quand tu comptes, non? C'est juste qu'en binaire, on peut pas vraiment utiliser le chiffre 2, on utilise du coup le 1 et le 0, vu qu'on passe à la dizaine d'au-dessus. Pour faire 3, c'est 1 et 1, pour faire 4, c'est 1, 0 et 0, et avec un octet, soit 8 bits, on peut compter jusqu'à 255. Je sais même pas pourquoi je t'explique des trucs en fait. Sauf que c'est pas suffisant. Pour avoir quelque chose de fonctionnel, faut pouvoir traiter ces bits avec ce qu'on appelle des portes logiques. Il y en a 7 différentes au total. Il y a le NOT, le AND, le NAND, OR, NOR, XOR et XNOR. La plupart prennent 2 bits en entrée et renvoient 1 bit à la sortie. Un ordinateur, c'est avant tout une machine à calculer, donc quand on les imbrique entre elles, ces portes servent à faire des opérations mathématiques. Par exemple, on peut faire une addition avec le XOR qui renvoie 1 seulement, et seulement si il y a une des deux entrées qui est égale à 1. Et AND qui renvoie un 1 lorsque les deux valeurs font aussi 1. Ça ressemble à ça. XOR, ça nous donne la somme, et AND, ça nous donne la retenue. Et après, c'est un demi-additionneur qui ne prend pas en compte les retenues du calcul d'avant justement. C'est-à-dire que le plus gros résultat qu'il peut renvoyer, c'est 10, enfin 2, et c'est pas ouf. Parce que oui, pour faire des calculs un peu plus compliqués, il faudrait que ça ressemble à ça, et répéter cette opération en fonction du nombre de bits qu'on a. Je pige vraiment que dalle à ce que tu dis. Bon, puisqu'une image vaut mieux que 1000 mots, imaginons que je veux faire 3 plus 9. Ça nous fait 0, 0, 1, 1, plus 1, 0, 0, 1. En binaire, sur 4 bits, donc on va prendre les deux premiers chiffres, 1 et 1, on va les rentrer dans le premier bloc. En binaire, ça nous fait 1, 0, donc notre additionneur va nous renvoyer 0, et filer la retenue de 1 au bloc suivant. Ensuite, on a 1 et 0, plus notre 1 de retenue, donc ça nous renvoie 0 de somme et 1 en retenue, et ainsi de suite avec le reste. Et je vais pas non plus m'emmerder à continuer jusqu'au bout parce que c'est chiant, mais on obtient 1, 1, 0, 0, ce qui nous fait bien 12, preuve que notre petit additionneur fonctionne. Et on utilise le même genre de principe pour faire des soustractions, des multiplications, des divisions. Une fois qu'on a tout ça dans un PC, concrètement, on peut tout faire. Ou pas, parce qu'il va quand même nous manquer quelque chose d'essentiel, à savoir la mémoire. Parce que oui, on peut pas stocker la valeur des bits, et si on peut pas stocker, il se passe rien. Mais comment tu veux stocker ça? C'est quoi encore cette magie? Et pour une fois, c'est une bonne question, Philibert. Comment est-ce qu'on fait? En fait, c'est pas trop compliqué. Vu qu'on cherche à sauvegarder des valeurs qui peuvent être égales entre 0 et 1, il faut utiliser des bascules. Comme dans un jardin d'enfants? Alors, pas vraiment. Une bascule, c'est un tout petit composant électronique qui peut prendre deux états. Un qui laisse passer le courant et l'autre qui le bloque. Si ça passe pas, c'est 0, et si ça passe, c'est 1. En mettant plusieurs bascules à la suite de notre calculateur, on peut mettre plusieurs espaces de stockage de taille variable qui permettent de stocker des valeurs plus élevées pour nos calculs, ce qui
est complètement indispensable en fait, on appelle ça des registres. À partir de là, on a déjà quelque chose qui ressemble beaucoup à un processeur. On a une unité de calcul, on a des registres, mais il manque encore 3 choses. Là, on a ce qu'on appelle la base d'un électroaimant. Pour l'alimenter, il va falloir fabriquer des piles. On prend un petit tube en argile, on lui fixe une plaquette en cuivre d'un côté, on remplit à ras-bord de vinaigre et on referme avec une plaquette en fer. Et c'est tout. Enfin pas vraiment, vu qu'il va quand même falloir en fabriquer pas mal et les brancher en série pour avoir une tension suffisante. Mais dès que c'est bon, on peut fixer nos électroaimants à l'axe de la roue à Hobbes. Et on s'arrange bien sûr pour faire tenir au bout toutes les piles dont on aurait besoin. Y a plus qu'à faire un support circulaire fixe pour enrouler encore plus de fils de fer autour de l'aimant rotatif et le laisser sortir par les deux extrémités et hop, on a un générateur hydroélectrique fonctionnel. Alors fonctionnel, il y a des énormes guillemets, mais ça marche. Plus ou moins. Prenez un peu de temps quand même pour savourer le moment parce que ce petit générateur c'est littéralement des mois voire des années de travail. Sachant qu'il va aussi falloir fabriquer une structure étanche pour le protéger de la pluie parce que maintenant que vous l'avez fait ce serait quand même vachement con qu'il rouille. Mais faire également des gaines en fibres végétales pour éviter que les fils à l'intérieur ne s'abîment, fabriquer un interrupteur pour pouvoir couper le jus si besoin et éventuellement rajouter des batteries rechargeables pour stocker le surplus d'électricité, ce qui risque de vous prendre au grand minimum 2 mois de plus. Et si vous avez trouvé ça difficile, vous êtes pas prêt pour la suite parce que maintenant on va enchaîner avec le UAL, l'unité arithmétique et logique, le cœur de n'importe quel processeur. On va partir sur du 8 bits parce que 32 ou 64 ça serait beaucoup trop avec les moyens dont on a à disposition à l'âge de pierre. Si vous avez suivi, vous savez que la base d'un UAL c'est les portes logiques. Et les bases de portes logiques c'est les relais. Et je sais ce que vous allez vous demander, mais bordel, qu'est-ce que c'est encore que ce truc, un relais? Et c'est un interrupteur activé par l'électricité qui ouvre et qui ferme un autre circuit. Le principe est plutôt simple, lorsque le courant est activé, un électroaimant va faire coller une lamelle de cuivre sur un contact pour le laisser passer. Et en connectant plusieurs d'entre eux, on peut créer les fameuses portes. Par contre, pour la porte AND, il faut brancher 2 relais en série pour que le courant ne passe que si les deux sont en position fermée. Si on les branche en dérivation, en fait ça nous fait une porte OR qui laisse passer l'électricité si au moins une des 2 portes est fermée. Et ainsi de suite en ajoutant éventuellement des résistances pour NOT par exemple. L'idée c'est de les fixer sur des supports mobiles avec leurs connecteurs apparents de manière à pouvoir les câbler entre elles assez facilement. J'espère par contre que vous êtes déter parce que pour faire une UAL capable de faire des additions, mais juste des additions, il faut environ 160 relais. Et je vais pas rentrer dans les détails parce que il n'y a pas le temps dans cette vidéo et regardez ça commence à être vachement long, mais normalement avec un peu de patience, si vous avez bien écouté la partie 1, vous devriez être capable de construire un additionneur 8 bits parfaitement fonctionnel. Enfin, qu'il serait si on avait construit les autres morceaux de notre ordinateur. Sachant qu'en théorie, il faudrait aussi implémenter les autres opérations mathématiques dans notre UAL. Mais pour la même raison qu'avant, je vais partir du principe que vous êtes suffisamment calé pour les ajouter tout seul comme des grands parce que c'est super chiant, avec un système de sélection des opérations qui est indispensable, n'oublions pas, pour indiquer à notre ordinateur s'il doit soustraire ou multiplier. Le plus simple, c'est de faire des soufflets à piston avec du bambou en utilisant des lanières de cuir pour l'étanchéité par exemple. Ah putain, faut aussi que j'explique comment on fait du cuir. Non, ça c'est bon, c'est facile, suffit de buter une vache et normalement ça drop tout seul. Bon allez, ça suffit, dès que l'ordinateur il est là, t'es privé. Mais dans un sens, t'as pas totalement tort pour la première étape, effectivement, il faut aller canax un animal mais pas forcément une vache. Ensuite, on va récupérer sa peau. Après, je pourrais vous mettre un extrait vidéo de comment ça marche, mais non, j'ai jeté un œil, c'est pas terrible et démerdez-vous. Une fois que la peau est extraite, il faut éviter qu'elle pourrisse et pour ça, on va la tremper dans une solution saline, en gros de l'eau avec beaucoup de sel, puis on va la faire sécher pendant plusieurs jours au soleil. Après vient l'étape du travail de rivière où on nettoie et on réhydrate la peau en la laissant tremper dans un grand volume d'eau, traditionnellement une baignoire. C'est non, c'était une rivière, pas de bol, vous repartez avec une super valise et un aller simple pour aller se faire enculer, et c'est ciao mon pote. Bref, je vais accélérer parce que sinon on va pas s'en sortir. Après l'avoir épilé, décharné, décholé, confité, picalgé, canné à l'ammoniac, égoutté, essoré, mis au vent, refendu, dérayé, corroyé, la peau se transforme en cuir. Et si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, vous avez qu'à faire un CAP métier du cuir option tannerie, parce que moi je suis pas là pour ça, vous venez de me faire perdre 1 minute de vie. Où j'en étais? Ah oui, donc, maintenant qu'on a un haut four fonctionnel, on peut faire fondre du métal en utilisant du charbon comme combustible. Alors, pas besoin de vous expliquer comment on fait du charbon, vous allez cramer du bois et c'est bon, vous en avez, c'est fini. En premier, le fer qui va servir à faire pas mal de choses, justement, comme des outils, des relais, des électroaimants, et pour ça, déjà, faut choper le bon caillou. Ça peut être de l'hématite, qu'on peut trouver un peu partout, notamment dans les Pyrénées ou dans le Languedoc, de la limonite, qu'on peut trouver en Saône-et-Loire, de la magnétite dans le Massif central, ou alors du bog iron en Nouvelle-Aquitaine. On peut aussi utiliser du sable ferreux, comme dans le Dr Stone, sauf que, sans aimant, c'est un peu chiant à ramasser. Une fois qu'on a la matière première, il va donc falloir la transformer. La première étape, c'est de la broyer pour en faire des tout petits morceaux. Le truc, c'est que la température de fusion du fer, c'est 1538 degrés Celsius, ce qui est beaucoup trop élevé pour notre four. Alors en théorie, il faudrait un bas four, genre Bloomery, pour faire réduire les bouts de minerai, mais on peut totalement faire sans. Wait a second, comment ça réduire? En gros, le fer qu'on trouve dans la nature est en partie composé d'oxygène. Au lieu de le faire fondre, on va le mettre au feu entre 2 couches de carbone, du charbon, et on va l'alimenter en air pendant 5 heures avec nos soufflets.
D'où l'intérêt de faire des soufflets automatiques, parce que sinon vous allez finir avec des bibis, même Manodou il est jaloux. L'oxygène va progressivement quitter le minerai sous l'action des gaz réducteurs et va le transformer au passage en fer doux. Une fois que c'est fini, on obtient ce qu'on appelle une loupe, qu'on va pouvoir marteler bien comme il faut avec des gros coups de marteau en pierre pour faire plus ou moins avec ce qu'on a, parce qu'on n'a pas autre chose que des cailloux pour le moment. Niveau pureté, c'est pas vraiment ça, mais ça fera le café. L'avantage de commencer par le fer, c'est que ça va permettre de fabriquer des outils beaucoup plus adaptés au travail du métal, comme une bonne vieille pince par exemple, ce qui sera très utile pour la suite. Et justement, ensuite, on va passer au cuivre, qui va servir pour les fils, les bobines, les contacts, les électrodes, bref pour à peu près tout ce qu'il y a dans un ordinateur. C'est pas si dur que ça à trouver en théorie, vu qu'on en trouve dans pas mal de choses, comme la malachite ou l'azurite par exemple. On en a pas mal en France, notamment dans le Var ou à Chécy-les-Mines dans le Rhône. D'ailleurs, on y trouve aussi du cuivre natif, ce qui est beaucoup plus simple à identifier. Après avoir bien concassé le minerai à coups de marteau, on va pouvoir le mettre dans un creuset en argile et le mélanger avec un petit peu de charbon fin. On enfourne le creuset dans le haut fourneau avec une bonne dose de combustible, on souffle bien et normalement au bout d'une heure le cuivre devient liquide. On va ensuite pouvoir le verser dans des moules pour en faire des lingots qui nous seront utiles plus tard. On échange avec le vinaigre qui va nous servir à faire des piles. Pour ça, il faut choper du raisin ou n'importe quel autre fruit ou céréale. On va ensuite en mettre une bonne dose dans un récipient avec de l'eau, on malaxe le tout et traditionnellement on fait ça avec les pieds. Ça les rend meilleurs. Non, c'est juste que c'est plus simple. Une fois qu'on a une bonne bouillie informe, on recouvre le tout avec un tissu et on laisse reposer pendant plusieurs semaines. L'air va apporter la mer, les bactéries acétiques vont alors transformer l'alcool en vinaigre. Par contre, t'as bientôt fini ta course de liste parce que ça commence à être long, chef. Mais ferme ta gueule, t'as cru qu'on fabriquait un ordinateur avec des cailloux? Tu m'as pris pour MacGyver, enculé! Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Donc après le vinaigre, il nous faut du verre. Ça c'est pas très compliqué, c'est un très bon isolant, c'est indispensable pour pas mal de choses, notamment des ampoules par exemple, mais aussi pour faire un écran. Normalement, si vous êtes allé à l'école ou que vous avez joué au moins une fois à Minecraft, vous savez comment est-ce qu'on fait pour faire du verre. On va prendre du sable. Et pour en trouver, tu vas sur une plage, ou sur une dune, ou alors à la rigueur dans une rivière. Mais il nous manque aussi un fondant, comme des cendres, et un stabilisant, comme le calcaire, qu'on va récupérer en broyant des coquilles d'escargot par exemple. Une fois qu'on a tout ça, on va déjà rincer notre sable, histoire d'éviter d'avoir trop d'impuretés et qu'on puisse voir quelque chose à travers notre verre, avant de mettre tous nos ingrédients dans un récipient en argile. Pour les proportions, il nous faut 8 parts de sable, 3 parts de cendre et 1 part de calcaire. Ensuite, on chauffe jusqu'à ce qu'on ait un truc bien pâteux et homogène, et là, on peut le façonner plus ou moins comme on veut. C'est vrai que la liste est pas longue. Vous savez quoi? J'ai la flemme de tout vous détailler. Si vous avez des questions, vous avez qu'à demander à ChatGPT. Moi je passe à la 6ème. Il va nous manquer de la résine pour faire du vernis et de la colle, des fibres végétales pour faire des cordes et des gaines pour les câbles, des pigments histoire d'avoir un code couleur pour s'y repérer un minimum, du bois et de la pierre pour tout ce qui est structure et de la graisse animale pour lubrifier les parties mécaniques de notre futur générateur électrique. Là, normalement, on a plus ou moins tout ce qu'il faut pour commencer la construction. Première étape, le générateur électrique. Justement, parce que oui, qui dit ordinateur dit forcément électricité. Et il y a déjà pas mal de sources d'énergie qu'on pourrait utiliser, notamment l'hydraulique, vu qu'on a une rivière à côté de notre grotte, qui aurait l'avantage d'être constant. Pour ça, il nous faudrait une roue à aube, à installer de préférence du coup dans un fleuve, mais dans une rivière ça marche quand même plus ou moins en fonction de la profondeur et du débit. D'ailleurs, faut pas hésiter à bien enduire les parties mobiles de graisse animale pour limiter au maximum les frottements. Ça me rappelle des souvenirs, ça, de mon temps on utilisait ça pour se lustrer le manche quand on ramenait une charmante à la couche. Qu'est-ce que tu fous, papy? Oh t'as oublié de leur dire aussi qu'il faut penser à enduire le bois de résine et de poids pour éviter qu'il s'abîme au contact avec de l'eau. Ouais, merci papy. De rien, petit con. Allez, moi je me taille, je vais aller pécho une gadget parce que je ne match sur Tinder. Hasta la vista. Ok, bref, on va donc devoir transformer nos lingots de cuivre en fils, et pour ça, on va les faire fondre encore une fois, et les couler dans un long moule en argile pour en faire une barre, avant de s'amuser à forger une filière. C'est une plaque de fer avec des trous de plus en plus petits, qui va nous servir petit à petit à étirer notre barre en un fil au bon diamètre, soit environ 1 mm dans l'idéal, qu'on va recouvrir de résine pour l'isoler. Et on en fait combien? Beaucoup! On en fait beaucoup, parce qu'un générateur c'est essentiellement un aimant qui tourne autour d'une bobine ou l'inverse, et plus il y a de spires, plus ça génère du jus. Et vu qu'on veut alimenter un proto-ordinateur préhistorique, on va éviter de faire les choses à moitié, on va y aller au max. Ok, une fois qu'on a notre fil de cuivre, on va pouvoir l'enrouler le plus possible autour d'un gros cylindre en fer. Techniquement, on pourrait même le laminer en feuilles très fines pour limiter les pertes par courant de Foucault, mais bon, j'ai un peu la flemme et ça fonctionnera quand même très bien comme ça. Déjà, l'horloge, elle sert à calquer toutes les opérations exécutées sur un même rythme. Elle synchronise le tout sur un même cycle, on
appelle ça un tick, histoire d'éviter que ce soit le bordel entre les différents composants. Alors par contre, je vous vois venir en commentaire, oui je sais qu'il existe des processeurs sans horloge, pour ceux de type asynchrone ou autosynchrone, mais nique sa mère, je vais pas en parler dans cette vidéo, on n'est pas là pour ça et c'est super compliqué. Sinon il y a aussi l'unité de contrôle qui est très importante, vu que c'est ça qui va permettre de décoder les instructions transmises, initialiser et choisir les registres à utiliser, mais aussi gérer les interruptions, bref c'est le composant pour les gouverner tous et dans les ténèbres les lier. Allez hop, une ref à Tolkien, c'est fait. Et enfin, il y a l'unité d'entrée et de sortie, qui sert à communiquer avec les différents périphériques, c'est ce qui a rendu possible par exemple l'utilisation d'un ordinateur. Et là c'est bon, avec tous ces trucs, on a un PC qui marche. Non, bah tu le saurais si t'avais suivi. T'as écouté au moins ce que je dis ou... Fortnite. Non, vas-y, c'est bon, te fatigue pas. Du coup, bien évidemment que c'est pas suffisant pour avoir quelque chose de fonctionnel. Là, on a juste parlé du processeur, mais il manque encore beaucoup de choses, hein. Une ROM avec les instructions de démarrage, de la RAM, des bus... Des puces de données Philibert, pour faire circuler l'information, bordel. Mais il faut aussi un décodeur d'adresse ou chip select qui permet de pointer les bons espaces de stockage, un circuit d'allumage pour gérer l'allumage, un système d'alimentation stable et fiable pour alimenter le PC en évitant les surtensions, un périphérique d'entrée comme un clavier pour donner les dites instructions à la machine, un clavier pour afficher ce qui se passe et aussi du stockage secondaire tant qu'on y est. Et avec tout ça, normalement, ça fait un ordinateur. Ok, mais on trouve ça comment à l'âge de pierre? Il est marrant, bah on les trouve pas, on les fabrique. Et pour ça, on a besoin des matières premières et aussi de quelques petites instructions. Déjà, il va nous falloir du feu, mais genre du feu qui chauffe minimum à 1260 degrés Celsius. Donc on a besoin d'un haut fourneau. L'idée c'est d'avoir un grand cylindre en argile ou en paille avec une tuyère qui fait environ un tiers de la hauteur. Au passage, on trouve pas mal d'argile au niveau des rivières, hein, si jamais vous vous posiez la question et que vous êtes dans la merde. Après, il y a plusieurs trous à faire au niveau de la paroi du four, notamment à la base pour le feu et pour que la scorie, les résidus puissent s'écouler, et aussi pour pouvoir injecter de l'air via des soufflets. Ça c'est indispensable pour qu'on puisse augmenter la température du métal. Même si ça enregistre, il va pas calculer grand chose, parce que comme j'expliquais plus tôt, il faut des bascules pour fabriquer des registres. Et bonne nouvelle, on a encore besoin des relais. Alors il va en falloir 4 qu'on va câbler de manière à ce qu'ils puissent garder une valeur stable avec 2 entrées. D, la donnée à stocker envoyée à l'UAL, ou l'unité d'entrée-sortie, et clock, le système d'horloge. Quand clock passe à 1, la bascule enregistre la valeur de D. Le principe c'est de boucler les relais entre eux pour qu'une fois que la sortie est activée, elle s'auto-entretienne son propre état. Et en mettant 8 à la suite, on obtient un registre sur les 8 dont on a besoin. Je peux vous laisser une demi-seconde si vous voulez pour calculer le nombre de relais dont on a besoin, mais petit indice, on est quand même sur plusieurs centaines. Voilà, je vais juste dire ça. Si vous avez la réponse à combien est-ce qu'il en faut, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein. C'est marrant, vous allez voir. Et comme ça suffit pas, il faut aussi qu'on fasse de la mémoire. Déjà de la RAM ou la mémoire vive, ça sert à lire et à écrire des données en cours d'exécution. On peut la fabriquer avec les mêmes bascules que pour les registres, sauf que cette fois, au lieu de les relier directement à l'UAL, on va les placer dans une grille organisée, avec des lignes d'adresse et des lignes de données. Chaque case mémoire, c'est un ensemble de 8 bascules, donc 32 relais par case. Youpi, let's go. Et on en sélectionne une avec un décodeur d'adresse qu'on va appeler la chip select. En gros, on file un nombre binaire et le circuit active uniquement la case correspondante pour lire ou écrire. Pour fabriquer la chip select, on va encore utiliser des portes logiques, une par combinaison d'adresses. Voilà, encore des relais, on rajoute encore au calcul. Et évidemment, il faut aussi synchroniser tout ça avec l'horloge, parce que sinon c'est trop facile. Sinon c'est le bordel surtout. Ensuite, on a la ROM, la mémoire morte. Alors ça, si on entend vachement moins parler que la RAM, je suis d'accord, mais elle est super utile parce qu'elle garde les instructions de démarrage quand on allume l'ordinateur. Ici, il est pas question de la rendre réinscriptible. On est à la préhistoire, pas chez Apple. Donc on va la fabriquer en câblant physiquement les bonnes valeurs à la main, bit par bit. Autant vous dire que là, ça bougera plus. Et là, il est temps de passer au disque dur. Ou plutôt ce qu'on va utiliser comme stockage secondaire. Parce que la RAM, c'est cool, mais elle se vide dès qu'on coupe le jus. Il nous faudra donc un endroit pour stocker les données de manière permanente, sauf si on veut s'amuser à tout reconfigurer à chaque fois qu'on appuie sur le bouton. Et vu qu'il n'y a pas de plateau magnétique ni de SSD sous la main, on va se la jouer à l'ancienne, à savoir un support mécanique maison. On peut graver les données sur des disques en argile, style vinyle préhistorique, en creusant des sillons pour coder des bits avec des creux et des bosses. On fait tourner le disque avec la roue à aube et on lit les données avec une aiguille montée sur un contact en cuivre qui active un relais quand elle passe sur une bosse. Est-ce que c'est lent? Oui. Est-ce que c'est fiable? Pas vraiment, mais est-ce que c'est stylé? Un peu quand même parce que vous l'avez fait vous-même. Voilà, sinon j'avoue que c'était pas terrible. Et évidemment, tout ça, ça sert à que dalle sans avoir une unité de contrôle. C'est elle qui va lire les instructions en binaire de la ROM, va les décoder avec des portes logiques et va activer les bons circuits au bon moment en suivant le rythme de l'horloge. Alors je vais pas détailler parce que c'est dur sa mère à expliquer, mais retenez juste que ça fonctionne avec des relais, encore une putain de fois, ça commence à faire beaucoup. Ah par contre, ça fait 10 minutes que tu nous parles d'une horloge là, tu vas en parler à un moment où il faut qu'on te suce. Alors j'y viens, mais si tu tiens tant que ça à faire usage de ta bouche, je suis
quasiment persuadé que ta daronne sera intéressée. Bref, l'horloge est très simple. On remplit un récipient percé d'eau et on le place au-dessus d'une coupelle mobile en cuivre. Quand il y a une goutte qui tombe, la coupelle s'abaisse et touche un contact qui va envoyer un tic. Dans le même temps, la goutte d'eau tombe et du coup, la coupelle remonte. Et c'est tout. D'ailleurs, à ce stade, le PC est quasiment fini. Félicitations, d'ailleurs, vous venez certainement de fêter vos 50 ans si vous avez commencé le tuto depuis le début. Mais il manque quand même 2-3 trucs, à savoir un périphérique d'entrée, le clavier, et un périphérique de sortie, l'écran. L'entrée, ça va être plus simple. On va créer une série d'interrupteurs montés sur ressort qu'on va ensuite relier à des lignes de données. Quand on appuie, on ferme le circuit, ce qui envoie un signal sur la ligne correspondante. L'écran, par contre, c'est un peu plus complexe. Il va falloir fabriquer masse d'ampoules avec filaments en bambou les plus petites possibles et les fixer en gris sur un support en bois, sur lesquels on va venir fixer des plaques de verre teintées en noir. Chaque ampoule sera reliée individuellement à un relais, lui-même relié à une unité d'entrée-sortie du processeur qui gérera son allumage une fois qu'il aura été correctement programmé. Bon, ça fait un écran avec des gros pixels, certes, mais ça fait le travail. Et on a fini. Non, jure. Bah ouais, et techniquement là, il faut juste passer 2-3 mois à tout vérifier que tout marche bien correctement, mais normalement une fois que c'est fait, oui, ça marche. Félicitations, on vient de construire un ordinateur 8 bits parfaitement fonctionnel théoriquement à l'âge de pierre. Bon, par contre niveau performance, vous attendez pas à faire tourner Skyrim, hein, ça casse pas des briques non plus. On doit être environ à une addition toutes les 10 minutes, s'il n'y a pas de faux contact. Et que la température extérieure dépasse pas les 25 degrés Celsius. Voilà, faut pas déconner, on peut pas tout avoir non plus, au moins t'as un écran pour pouvoir glander. Bordel, ça m'a pris 2 ans, mais je l'ai enfin remis en état. Philibert, si tu t'approches de ça, je pense que je vais devenir ma boule. Ah, toujours faim. Eh ben mange tes morts. Ah, mais Philibert, mais qu'est-ce que tu fous?